Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production et pour justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Au fond, il y a trois instruments fondamentaux qui sont la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant. Why is it that a new product is created every 3 minutes somewhere in the world? Is this necessary? I think a lot of people have realized that things need to change when they're being told by politicians to go shopping or to start consuming as the best way to restart the economy. On peut dire qu'avec la société de croissance, on est embarqué dans un bolide qui désormais manifestement n'a plus de pilote, qui va à toute allure et dont on peut prévoir le destin qui est soit de se fracasser contre un mur, soit de sombrer dans un précipice. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, la desigualdad y la pobreza, en fin, no ganan terreno. Yo creo que hay que discutir todas estas supersticiones. El crecimiento económico, en primer lugar, no provoca o no provoca necesariamente cohesión social. En segundo término, se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. En tercer lugar, facilita el agotamiento de recursos que sabemos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En cuarto término, y al menos en lo que hace a los países ricos, su crecimiento en muy buena medida se sustenta en el expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres. Y para dejar las cosas ahí, el crecimiento económico facilita entre nosotros el asentamiento de lo que algunos autores llaman un modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos a consumir. Me parece que la necesidad inexorable de cuestionar todas estas supersticiones al final se manifiesta de dos maneras distintas. La primera es la idea obvia de que si vivimos en un planeta limitado no podemos aspirar a seguir creciendo ilimitadamente. Y la segunda es la tesis aún más fuerte en el terreno de la atracción de la opinión pública de que el crecimiento económico, el hiperconsumo, tiene muy poco que ver con nuestra felicidad, de tal manera que hay que buscar otros caminos diferentes. Je crois que ce qui doit nous rendre optimistes, c'est deux choses. Premièrement, c'est ce que les sociologues appellent le mouvement de démoyennisation de la société, la fin des classes moyennes. Cette fin des classes moyennes, ça peut être la pire des choses si ça développe le nihilisme, la désespérance, le sentiment d'impuissance, mais ça peut être extraordinaire si ça fait qu'une génération entière saura qu'elle n'a plus rien à attendre du système. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Tunisie, c'est ce qu'on a vu en Égypte, et c'est ce qu'on verra sans doute demain en Grèce, en Espagne, et je l'espère en France. Et puis, je dirais, ce qui me rend aussi optimiste, c'est la crise environnementale. Cette crise environnementale, elle est effroyable. Je dirais, on va dans le mur, mais en même temps, elle nous interdit de refouler la grande question historique qui est celle du partage. Elle nous oblige à devenir des partageux ou alors à accepter la barbarie qui vient. Je dirais qu'on ne pourra pas faire le bonheur des gens malgré eux. La seule chose que l'on peut faire en tant qu'objecteur de croissance, c'est essayer de montrer, de construire des solutions avec les gens, de montrer que même si on n'arrive pas à changer ce monde, on peut au moins en construire un autre. In the last generation or so, our role in life seems to be just to consume things with credit, to borrow money to buy things we don't need. That makes no real sense to me at all. La décroissance, c'est un slogan provocateur qui a pour fonction de rompre avec le discours un peu euphorisant de la croissance possible, infinie, soutenable, et donc pour marquer la nécessité de changer de logique, de sortir de cette logique de la démesure. L'essentiel du programme, en quelque sorte de la décroissance, tient en un mot réduire. Réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation.
réduisant la consommation, en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, on peut développer d'autres formes de richesse qui ont l'avantage d'être, de ne pas s'épuiser quand on les consomme, comme l'amitié, le savoir. We increasingly rely on objects to give us a sense of self-esteem and identity. It's partly the consequence of the breakdown of things that used to give us identity, like membership of a community or relationship to the land, or all sorts of soft and social things which have been replaced by consumerism. Si le bonheur dépendait du niveau de consommation, on devrait être dans la félicité absolue, parce que nous consommons 26 fois plus que du temps de Marx, mais toutes les enquêtes montrent que les gens ne sont pas 20 fois plus heureux, peut-être même qu'il y a une relation inverse au-delà d'un certain seuil, entre la croissance de la consommation et la croissance du sentiment de bonheur, parce que le bonheur est toujours quelque chose de subjectif, évidemment. Je dirais que la décroissance, c'est un mot obus qui sert tout simplement à dire que la solution, c'est pas dans le toujours plus. Pas dans le toujours plus de production ou toujours plus de consommation. Je dirais que nous avons atteint les limites de la planète. Il faut absolument aujourd'hui renouer avec un autre mode de vie, d'autres styles de vie, socialement et écologiquement responsables. La décroissance, c'est pas la décroissance de tout pour tous. Je dirais la décroissance, elle doit être nécessairement équitable et sélective. Les premiers qui ont tout à gagner à la décroissance, ce sont les plus pauvres. Je dirais que la décroissance, c'est avant tout le retour des partageux. Et pour nous, la première des décroissances, ça doit être la décroissance des inégalités sociales. Je dirais que la société capitaliste, c'est une société diablement efficace. C'est une société... je veux dire, nous sommes tombés dans la marmite il y a 70 ans et on en veut toujours plus. Tant qu'on n'aura pas quelque chose d'aussi fort que ce toujours plus, eh bien on n'y arrivera pas. Et à mes yeux, la seule chose qui soit à la hauteur, c'est la gratuité. Parce que la gratuité, on l'a chevillée au cœur, c'est le souvenir du paradis perdu, du sein maternel, les relations amoureuses ou amicales, mais c'est aussi les services publics, les biens communs. Le grand combat pour le XXIe siècle, c'est pas de manifester pour le pouvoir d'achat, c'est de manifester pour défendre et étendre la sphère de la gratuité. Mais la gratuité a un coût, c'est-à-dire tout ne peut pas être gratuit, ce qui oblige à faire des choix. Raison de plus de faire les bons choix, c'est-à-dire organisons la gratuité du bon usage face au renchérissement, voire à l'interdiction du mésusage. Pourquoi paye-t-on aujourd'hui son eau le même prix? Pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée. Ce qui vaut pour l'eau vaut pour l'énergie, vaut pour les déplacements. Je dirais que la crise environnementale nous empêche de refouler la grande question historique qu'est la question du partage. Et je dirais que c'est la raison pour laquelle le discours de la décroissance, c'est pas un discours d'appel à la responsabilité et sûrement pas un discours de culpabilisation. L'objectif, c'est de susciter le désir, c'est de donner envie de changer. Et donner envie de changer, eh bien, ça nécessite déjà de montrer qu'un autre mode de vie est possible, et puis ça nécessite de décoloniser notre imaginaire. Einstein disait que tant qu'on a la tête sous forme d'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Tant que nous aurons la tête formatée par les économistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, nous irons toujours chercher la solution à l'ensemble des problèmes sociaux dans le toujours plus. Et ce toujours plus, il nous conduit dans le mur. Il nous conduit dans le mur sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan humain. On peut dire que la société de décroissance réalise la vision de Gandhi qui disait le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. Pudiera parecer que estamos reivindicando la irrupción de unas reglas del juego completamente nuevas y desconocidas. No es así. Cuando yo hablo del decrecimiento, siempre me considero en la obligación de subrayar que no solo estamos diciendo que hay que reducir los niveles de producción y de consumo, estamos reivindicando una reorganización de nuestras sociedades sobre la base de reglas del juego muy diferentes. La primacía de la vida social frente a la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. El ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes. El reparto del trabajo,
el establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas inevitables que se derivarían de la aplicación de una estrategia de decrecimiento, la necesidad inexorable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, la recuperación de lo local frente a lo global en un escenario de recuperación paralela de la autogestión y de la democracia directa, o en fin, y en el terreno personal, la sobriedad, la sencillez voluntarias. Estos valores en modo alguno están ausentes en la historia de la especie humana. Se han manifestado de manera muy consistente a través de muchas de las prácticas del movimiento obrero de siempre, a través de la economía de cuidados fundamentalmente configurada por mujeres y plasmada, ante todo, en el cuidado amoroso de ancianos y de niños. En la propia institución familiar, donde no impera la lógica de la competición feroz, sino más bien las leyes del juego propias del don, del regalo, de la gratuidad, o en fin, en muchas de las prácticas de esos pueblos que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados y que tienen mucho que decirnos en lo que respecta a procedimientos para liberarnos del callejón sin salida en el que estamos. No son, por tanto, valores que estemos inventando, son valores que desgraciadamente nuestra civilización ha ido arrinconando hasta conducirnos a este lugar en el que nos hallamos. Notre société a totalement sombré dans la démesure. Nous avons perdu la capacité à nous donner des limites. Lorsqu'un individu n'est pas capable de se donner des limites, il va les chercher dans le réel. C'est le développement des conduites à risque, c'est le développement de la toxicomanie ou du suicide. Mais lorsqu'une société comme la nôtre n'est pas capable non plus de se donner des limites, elle va aussi les chercher dans le réel. C'est l'épuisement des ressources, c'est le réchauffement planétaire, c'est l'explosion obscène des inégalités sociales. Donc la grande question pour le XXIe siècle, c'est de renouer avec cette capacité à se donner des limites. Et pour ça, d'en finir avec l'économisme. C'est-à-dire avec cette idée que plus serait forcément égal à mieux. Et je dirais en finir avec l'économisme pour renouer avec la culture. Parce que la culture, c'est toujours ce qui nous immunise contre les fantasmes les plus archaïques. Le culte de la toute-puissance, l'idée d'un monde sans limite. Et puis renouer aussi avec la politique. Parce que la politique, c'est d'abord la définition de la loi. Ce qui pose bien sûr la question du contenu de cette loi. Est-ce que c'est une loi qui est faite dans l'intérêt du plus grand nombre ou d'une petite minorité? Je crois que le développement aujourd'hui du mouvement de la décroissance, c'est le signe d'une recomposition politique qui est en train de s'opérer à l'échelle internationale. La décroissance, ce n'est pas une affaire franco-française. La décroissance, elle existe en Amérique latine, en Amérique du Sud, elle existe en Afrique, en Asie. Pas forcément avec le même mot, mais je dirais avec la même espérance. Lorsque les Indiens parlent du buen vivir, lorsque les Africains parlent de l'idée d'aller vers une vie bonne, c'est finalement la même recherche d'un nouveau vocabulaire pour construire une émancipation qui soit profitable, bien sûr, à l'immense majorité des humains. Je dirais ce qui caractérise peut-être aussi la décroissance, c'est que nous refusons de penser des solutions qui seraient simplement valables, je dirais, sur le plan hexagonal. Nous ne voulons pas faire notre bonheur au détriment de l'immense majorité des peuples. Nous pensons que nous habitons tous effectivement la même planète et que nous devrons et que nous pourrons nous en sortir tout en même temps. Mais ce n'est pas une punition, au contraire, je dirais c'est une espérance extraordinaire. Nous prenons la décroissance économique, mais nous prenons aussi la croissance en humanité. C'est ce qu'essaye de résumer notre slogan, moins de biens, plus de liens sociaux, plus de liens humains. Es una anécdota ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican fundamentalmente a cortar leña con instrumentos muy primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y obsequian a los indios con unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después regresan a aquel lugar, hablan con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿qué tal los cuchillos? Y uno de los indios responde: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. El misionero inmediatamente afirma: me imagino que estaréis produciendo entonces 10 veces más leña que antes. El indio replica perplejo: no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disponemos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Este sí que es un chip mental que infelizmente hemos perdido en eso que llamamos las sociedades industriales avanzadas.